Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes, chers artésiens. Et bonsoir, jeunes camarades. Bonsoir. L'actualité, c'est la France au seuil de l'inconnu. François Bayrou démissionnaire. L'appel demain a tout bloqué et ces Français excédés qui, dès hier soir, en guise de séquence apéritive, si l'on peut dire, célébraient le vote de défiance de l'Assemblée nationale. Je me suis dit, mais quelle bonne idée d'aller fêter le départ de Bayrou. C'est bien, 364 votes, je crois que c'est clair. On fête la petite victoire de la chute du gouvernement de Bayrou. On espère que c'est que le début. C'est bon, Bayrou c'est fini. Le début de Bloquons tout. Alors précisément, de quoi ce mouvement hétérogène soutenu par 46% des Français est-il le nom? Avec 4 premiers ministres en 2 ans, la crise politique française va-t-elle alimenter une crise sociale de grande ampleur? On en débattra avant de vous retrouver dans la dernière partie de l'émission, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on parle de nos cellules nerveuses. Oui, une étude scientifique, Elisabeth, qui montre le lien qui existe entre la pollution de l'air et les maladies neurodégénératives. Alors Alzheimer, bien sûr, mais aussi la maladie à corps de Lévy, beaucoup moins connue, deuxième maladie neurodégénérative en France. Eh bien, je vais vous présenter ces messieurs, Alzheimer et Lévy. Et vous, Marie? Moi, je vous emmène dans la tête des autocrates. Vladimir Poutine et Xi Jinping, tous les deux, rêvent de rajeunir, voire même de devenir immortels, ce qui est, c'est vrai, très pratique quand on veut rester au pouvoir. À tout à l'heure. Et pour commencer, 4 millions d'élèves ukrainiens ont eux aussi effectué leur rentrée scolaire la semaine dernière. Et un film documentaire absolument admirable qui sera demain en salle. Le rappel, la réalisatrice de première classe a filmé des mômes et leurs enseignants pendant l'année scolaire 2023-2024. L'école en temps de guerre, en visio, dans les abris, dans le métro ou encore entre 2 alertes à la bombe. Filmer l'école, c'est filmer l'avenir. On en parle avec l'Ukrainienne Katerina Gornostaï tout de suite. Bonsoir Katerina Gornostaï. On est heureux de vous avoir avec nous. Nous avons énormément aimé votre documentaire. Je vous présente Julia Van Elst et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Bonjour. Katerina, ce documentaire dont vous êtes la réalisatrice sort demain dans les salles françaises. Les gens qui vont être chavirés à sa vision vont voir à la fin que vous le dédiez à Maxime Gornostaï, un jeune homme qui était votre frère et qui est mort à 24 ans au front. C'était important pour vous de le spécifier? C'était très important, en effet, puisque lui, en effet, il fait partie de cette génération des jeunes Ukrainiens. C'est eux qui sont les personnages principaux de ce film. Il aurait pu être un de ces lycéens, puisqu'il venait de finir la fac. Alors précisément, pour parler de l'école et de l'enseignement en Ukraine en temps de guerre, vous avez le profil idéal, on le regarde, il est réalisé par Gaël Legras et on vous retrouve juste après, Katerina. Katerina Gornostaï, vous êtes réalisatrice de fiction et documentariste. Depuis la révolution de Maïdan en novembre 2013, vos films explorent la société civile ukrainienne. Vos 2 derniers longs métrages s'intéressent en particulier à la jeunesse et à l'école. Alors comment vivent les élèves ukrainiens en temps de guerre? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 2021, vous tournez Jeunesse en sursis, un film hybride entre fiction et réalité qui suit des lycéens en classe de terminale. Au cœur de leurs préoccupations, l'avenir, l'amitié, l'amour, avec des questionnements comme « je ne sais pas ce qui est pire, ne pas aimer ou un amour non réciproque ». Et un fil conducteur qui tient en une phrase « si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais ». Le bonheur en tant que tel ne peut exister qu'ici et maintenant, et vous seul pouvez le saisir. Et ce sentiment vous permet de cesser d'être malheureux quand vous constatez que vos rêves ne se réalisent pas. Mais en filigrane, Jeunesse en sursis, qui sort en janvier 2022, soit 1 mois avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aborde également le contexte politique et la guerre du Donbass. Aujourd'hui, dans le documentaire Première classe, vous montrez comment la vie des élèves et des enseignants s'organise dans votre pays en guerre. Cours de maths, d'anglais, de danse, de peinture, comme partout ailleurs, mais aussi alerte aérienne ou visite d'un membre de l'armée. Можливо, військовий медик. Військовий медик, а ви? Напевно, просто я дуже добре стріляю з гвинтівки. Я думаю, може в окопах сидіти стріляти. Votre film, tourné dans de nombreuses villes et villages, Tcherkassy, Kamiansk, Borodianka, Zaporizhia, Odessa, Kiev ou encore Kharkiv, balance entre scènes de joie, rire et profonde tristesse.
Avant sa sortie en salle de bain, vous déclarez « Ces enfants et notre système éducatif qui fonctionne toujours sont porteurs d'un grand espoir ». Katerina Gornostaï, les Russes ont endommagé 3500 écoles en Ukraine. Ils en ont détruites plusieurs centaines intégralement. Et pourtant, l'enseignement continue dans des abris anti-aériens, dans le métro, on le voit, ça se passe à Kharkiv, ou encore par Zoom. C'est ça que vous vouliez montrer, cette astuce, cette souplesse, cette volonté inflexible qu'ont les institutions ukrainiennes de continuer à enseigner, plus que tout, et quoi qu'il arrive. Nous devrons continuer pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est une raison très simple, celle d'économie. Les gens devront continuer à travailler tant que les enfants sont à l'école. Vous vous souvenez bien à quel point c'était difficile pendant le Covid. Et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, l'école n'est pas seulement un milieu où tu as ton éducation, c'est aussi un endroit où tu sens l'épaule de l'autre personne. Tu sens du soutien d'autres personnes. Et pendant la guerre, on a compris qu'il est extrêmement important d'être entouré avec les gens, puisque être tout seul, c'est vraiment le pire que puisse arriver. Il y a quelque chose qui est frappant, au-delà des sourires des enfants, certains sourires adressés à la caméra et des images absolument magnétiques, c'est la façon dont vous filmez les corps de ces élèves, des corps qui dansent, qui s'enlacent, qui nagent, qui courent. C'est comme s'il y avait quelque chose dans votre façon de faire qui montrait, voilà, ils veulent se réapproprier ou conserver cet espace que leur dénient les Russes, le rapport à l'espace. Oui, en effet, l'école, vous savez, cette guerre est existentielle pour nous. Et en fait, l'école, c'est l'espace où on préserve l'identité ukrainienne. Et regardez, quand les Russes entrent dans les villages ukrainiens, quand ils occupent ces villages, souvent, ils cherchent certaines personnes, notamment les journalistes, les familles des militaires et les profs de l'école, de l'histoire et de la langue ukrainienne, puisque c'est eux qui sont porteurs de l'identité ukrainienne. Et c'est très important de préserver l'école, puisque l'école nous fait continuer, perdurer dans l'espace, dans le temps. Et oui, c'est grâce à notre chef opérateur Alexandre Rochin qu'on voit cette beauté, puisque c'est avec ses yeux qu'on voit cette beauté dans le quotidien qui les entoure. Absolument. Benjamin. Ce qui est frappant, c'est qu'on ne cache rien à ces enfants, hein, puisque dans votre film, on voit que des soldats viennent leur raconter leur vie au front et même leur face-à-face avec la mort. Mais est-ce que ça a des conséquences psychologiques pour eux? Est-ce que vous l'avez constaté? À vrai dire, les soldats ou bien les vétérans que vous voyez dans le film qui viennent aux écoles, ils ont des liens directs avec les écoles. Par exemple, à la fête de la fin d'année, c'est le prof de cette école qui est devenu militaire, ou bien la femme vétéran qui vient parler aux enfants. À l'époque, elle était dans cette école. C'est notre nouvelle réalité. Quand moi j'étais à l'école, c'était les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale qui venaient nous voir et nous raconter. Donc voilà, regardez, la distance entre la Deuxième Guerre mondiale et aujourd'hui est grande. Nous le voyions à l'époque comme un film en noir et blanc, complètement irréel. Mais aujourd'hui, les enfants ukrainiens, ils voient les soldats ukrainiens comme cette nouvelle réalité qui se déroule devant eux, puisque leurs familles, leurs proches sont sur les fronts, plusieurs proches sont morts, sont tombés sur les fronts. C'est un sujet qui est très vivant. On va évoquer avec vous, Katerina, et avec Julia, le fait qu'à l'Est, les Russes continuent à russifier l'enseignement et les écoles ukrainiennes. On l'a dit, hein, effectivement. Alors, il y a 4 millions d'élèves ukrainiens
au total. Mais combien sont-ils à suivre des cours en zone occupée dans l'est du pays? Il est difficile d'établir un chiffre précis, mais selon une ONG ukrainienne, il serait environ 600 000. Et pour eux, cela a des répercussions très concrètes entre la propagande et la russification des programmes scolaires. Selon Human Rights Watch, la Russie impose par exemple des livres d'histoire où il est écrit que l'Ukraine est un État néo-nazi et que c'est pour cette raison que Moscou a dû intervenir. Ça, c'est donc la version russe. Dans ces écoles-là, l'usage de la langue ukrainienne est bien sûr interdite. Et selon une enquête de Mediapart, le portrait de Vladimir Poutine, le président russe, est affiché, l'hymne russe est entonné et les enfants sont muselés. Les enfants sont sous occupation, n'ont pas de liberté d'expression. C'est ce que raconte l'employé d'une ONG ukrainienne. Elle est citée par Mediapart. Il leur est interdit de contredire les enseignants et d'exprimer leur opinion. Alors, il y a tout de même des poches de résistance dans ces zones occupées avec des cours qui sont donnés de façon clandestine. C'est ce que vous avez constaté, vous, sur place ? Sur les territoires occupés, pour nous, il est impossible de s'y rendre en tant que les documentalistes. Et pour moi, c'est une grande douleur, puisque quand on parle de l'éducation ukrainienne, et aussi les Ukrainiens essaient de la faire perdurer sur les territoires occupés, pour nous, c'est impossible de le montrer sur l'écran. Mais comme on a fait beaucoup de recherches, on a interviewé les profs qui ont quitté les territoires occupés et qui continuent à aider leurs collègues qui restent sur les territoires occupés. À vrai dire, il est impossible de filmer cela sur les territoires occupés puisque ainsi, tu mets en danger les profs qui sont sur les territoires occupés. Vous voyez, comme il est interdit de parler ukrainien, d'être un prof d'ukrainien à l'école, alors les gens qui portent cette identité ukrainienne, ils sont en danger et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas souvent à quitter le territoire occupé. C'est pour ça qu'il est impossible de montrer les territoires occupés sur l'écran. Katerina, à 59 minutes du film, il y a un professeur d'art plastique qui enseigne en sous-sol dans une sorte d'abri et qui dit à ses élèves « Notre tâche fondamentale, c'est de préserver la beauté ». C'est une phrase qui nous percute, surtout quand on voit votre film là ces jours-ci, sachant qu'il y a eu des frappes russes sur Kiev dimanche et qu'il y a eu encore aujourd'hui une frappe qui a fait 20 morts dans un village. C'est fondamental, de votre point de vue, préserver la beauté et utiliser le documentaire comme contre-narratif à précisément ce narratif russe qui essaye d'éradiquer la culture ukrainienne. Oui, vous parlez d'un super prof d'art plastique, il s'appelle Mykola Kolomiyets, il travaille à Kharkiv. Et à l'époque, quand on est allé à Kharkiv, je m'attendais à voir quelque chose qui allait montrer ce contexte de guerre qui traverse l'art d'enfant, puisqu'on cherchait ce contexte un peu partout, et pas qu'on le cherchait, parce qu'il est omniprésent, en fait, il est autour de nous. Et moi, j'étais surprise, puisque je lui ai posé la question. Alors, comment est-ce que ça se passe? Ah, bah attendez, il y a 1 an et demi qui est passé depuis le début de la guerre. On ne dépend plus la guerre. Et Dieu merci, aujourd'hui, on fait des choses très simples, on fait des choses qu'on aime et ce qu'on veut. Et c'était un grand soulagement pour moi, puisque ça veut dire que ces enfants continuent à vivre, puisque quand la guerre démarre, il semble que ta vie est mise en pause et tu dois attendre la fin de la guerre et puis tu continues à vivre. Mais en vrai, ceci n'est pas vrai. À la fin de compte, on s'est rendu compte que même si la guerre continue, on doit continuer à vivre. La vie continue. Il est exaltant, votre documentaire. Il est remarquable. Il sort demain dans plus de 40 salles en France. Il ne faut pas qu'elle soit bloquée. Il faut aller le voir. Merci, Katerina Gornostai. Et à votre interprète, Anna Koryagina, le film Première classe. Merci encore. Et Slava Ukrainia. Et on va passer sans transition à notre débat sur la crise politique dans laquelle s'enfonce la France. Premier ministre qui valse angoisse et colère des Français, appelle à tout bloquer demain, soutenu, en tout cas compris, par 46% des Français. L'intuition du philosophe italien Antonio Gramsci va-t-elle se confirmer? Le vieux monde se meurt, le nouveau ne peut pas naître, et dans cet entre-deux surgissent les monstres. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le vote de confiance a tourné au désaveu. Pour l'approbation, 194, contre 364.
Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Un vote sanction qui laisse François Bayrou comme sonné. Une image qui contraste avec l'ambiance festive des pots de départ organisés hier dans plusieurs villes de France, comme ici à Rennes. Je me suis dit, mais quelle bonne idée d'aller fêter le départ de Bayrou. Surtout que, voilà, c'est bien, 364 votes, je crois que c'est clair. Des tracts avaient relayé la mobilisation sur les réseaux sociaux. L'occasion de célébrer la chute du gouvernement, mais aussi d'amorcer le mouvement Bloquons tout, prévu demain, mercredi 10 septembre. C'est un début le 10, il ne faut pas croire qu'il va y avoir une journée et puis tout le monde va rentrer sagement chez lui. C'est pas ce qui est prévu. Des centaines d'actions sont programmées partout en France. Le ministère de l'Intérieur dit craindre un climat insurrectionnel. Un important dispositif de sécurité sera déployé. Il comprendra pratiquement 80 000 policiers, gendarmes, une petite trentaine d'hélicoptères, mais aussi des drones, mais aussi les centaures qui sont des engins blindés de la gendarmerie nationale. Le mouvement Bloquons tout est notamment soutenu par la France insoumise, qui appelle à la mobilisation générale, mais aussi et surtout au départ d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment dégagiste, vous en conviendrez avec moi. Et nous avons besoin d'un moment refondateur. Seule l'élection présidentielle nous permet d'avoir ce moment refondateur. Pour l'heure, Emmanuel Macron n'envisage ni démission, ni dissolution. Alors, entre dégagisme et rejet des partis politiques, la mobilisation du 10 septembre prendra-t-elle des allures de grand soir? Ou faut-il s'attendre à un mouvement sans lendemain? Nos trois invités pour ce débat, Gilles Perret, bonsoir, réalisateur et scénariste. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, La ferme des Bertrands évidemment, mais surtout un sur le mouvement des Gilets jaunes, Je veux du soleil. Vous l'aviez réalisé avec François Ruffin en 2019. Et vous estimez qu'il y a une déconnexion totale entre la classe politique et les citoyens français. Le mouvement Bloquons tout, selon vous, symbolise le ras-le-bol et l'envie de changer les choses, comme l'avaient fait les Gilets jaunes à l'époque. À côté de vous, Raphaël Dohan, bonsoir, vous êtes essayiste, ancien haut fonctionnaire. Dernier ouvrage, Faire de la France une démocratie, aux éditions du Cerf. Selon vous, nous traversons une crise d'inertie. Il faudrait reprendre les fondements de la Ve République et encourager les pratiques de démocratie directe, notamment à travers le référendum. Et à côté de vous, Mathilde Philippe, bonsoir. Professeur de droit public à l'Université Lyon 3. Selon vous, pas besoin de 6e République, comme la convoque et la rêve souvent Jean-Luc Mélenchon. Il faut changer de mentalité et apprendre à voir la Constitution autrement, dites-vous. Le mouvement Bloquons tout pourrait avoir un impact à ce niveau. Et on démarre, Benjamin, par la citation, la déclaration du jour. Elle est signée Jean-Luc Mélenchon. « J'interprète la chute de François Bayrou comme une victoire populaire », a déclaré le chef de file de la France insoumise. C'était hier soir. Gilles Perret, pour vous aussi, c'est une victoire populaire. Vous reprendriez ces mots ? Dans un sens, oui. En tout cas, c'est la victoire des députés. Pour une fois qu'on donne la parole à les députés, ils ont visiblement au moins ce pouvoir-là de renvoyer M. Bayrou chez lui. Et les députés sont certainement plus représentatifs du peuple que ne le sont l'entourage de Macron et de François Bayrou. Après, c'est une victoire aussi pour le peuple, je pense, parce que ça évite quand même ce plan d'austérité qui était prévu, qui allait toucher principalement les plus faibles sur les non-remboursements, etc., tout ce qu'on connaît, et qui allait une fois de plus épargner les plus riches. Donc ça, c'est une victoire. Après, c'est quand même très triste tout ça, que de temps perdu, de cette succession de premiers ministres qui ne font toujours rien pour l'environnement, qui ne font toujours rien pour l'égalité sociale, que de temps perdu. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas d'enfants, ces gens-là, ils ne pensent pas à la suite, c'est incroyable, quoi. Et donc voilà, tristesse et puis espoir. Raphaël Dohan, pour vous, comment vous interprétez cette déclaration populaire, j'ai du mal à le comprendre, puisque c'est pas vraiment une victoire. On ne sait pas très bien qui sort gagnant de cet épisode-là. Et puis c'est pas directement populaire, puisque c'est quand même d'abord une manœuvre parlementaire, alors, qui a été initiée par le Premier ministre. Mais enfin, tous ceux qui se sont exprimés là, ce sont seulement les parlementaires. Les représentants du peuple. Les représentants, mais bon, on voit bien aujourd'hui qu'il y a justement un décalage que vous avez évoqué tout à l'heure entre les élus et les électeurs. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça représente vraiment un grand mouvement de masse. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un soutien populaire au gouvernement, hein, pas du tout, mais simplement là, je pense qu'on est dans des configurations politiques qui en fait qui n'intéressent pas beaucoup les Français eux-mêmes. Et Mathilde Philippe, alors éclairez-nous, est-ce que c'est une crise politique, une crise institutionnelle,
une crise économique, une crise de régime. Comment vous qualifiez ce qu'on est en train de vivre? Alors, c'est déjà une crise politique, c'est évident. Ouais. Mais en revanche, est-ce que c'est une crise constitutionnelle? Cela ne va pas tarder à l'être si jamais on ne fait pas ce que je disais effectivement. C'est-à-dire qu'il faut absolument mieux comprendre la Constitution. Donc, c'est sûr que les perdants sont, pour l'instant, les citoyens. Les perdants sont aussi, à mon avis, les parlementaires qui ne comprennent pas vraiment quel est leur rôle actuellement. La Constitution, lorsqu'il n'y a pas la majorité absolue, permet aux parlementaires de prendre la main. Et ils doivent prendre la main. C'est à eux désormais de le faire, c'est-à-dire qu'ils doivent s'organiser, former une coalition. Alors évidemment, il faut faire des compromis. Ça, c'est difficile, mais faire une coalition qui fasse surgir un programme et donc un nom. Alors, ça paraît extrêmement complexe, mais c'est vrai que c'est malheureusement la seule solution si on veut pouvoir reprendre la main actuellement sur la crise politique. Gilles Perret, il n'y a pas de compromis. Il pourrait y avoir des compromis, pour vous, c'est encore possible ou pas? Alors là, moi, je ne suis pas un spécialiste. Non, mais quand on dit victoire populaire, on a l'impression que bon, voilà, c'est terminé, que toute cette classe politique n'est plus en capacité de diriger et de nous représenter. Moi, je me suis intéressé énormément, dans le cadre de mon travail, à toute l'histoire sociale française. Et l'histoire sociale française, elle ne sait pas souvent... Enfin, la progression sociale, la progression du niveau de vie, du niveau de santé, du niveau de retraite, etc., ça ne s'est jamais fait dans le compromis. Ça s'est quand même fait dans le rapport de force et ça ne s'est jamais fait ni dans la joie, ni dans la bonne humeur. Et donc, du coup, je ne suis pas un gros adepte du compromis. Je crois qu'il faut des lignes claires et un projet pour tout le monde. Parce que vers quoi on veut aller? Parce que c'est ça. Si le projet, c'est de savoir quel Premier ministre on va choisir, c'est pas tellement porteur d'avenir. Et aujourd'hui, comment voulez-vous que les citoyens croient en leur classe politique, consentent à l'impôt, consentent à la cotisation sociale, si on sait que la majeure partie de nos impôts, finalement, servent à financer des entreprises et que la grande partie de cet argent-là va directement dans les poches des actionnaires. Enfin, vous voyez, il n'y a pas... Si on disait aux citoyens, comme ça, l'hôpital va être mieux, maintenant, on va s'attaquer franchement aux problèmes climatiques, faire un grand plan d'isolation, on aurait des perspectives d'avenir et on accueillerait les jeunes beaucoup mieux dans la société, mais ce n'est pas le cas. Moi, il nous semble que votre voisin, Raphaël Daubron, redoute que la démocratie représentative soit remplacée par une sorte de démocratie d'opinion. C'est ça que vous redoutez? Il y a ça, et puis que la démocratie représentative prenne toute la place aux dépens de la démocratie directe aussi. Je pense que moi, depuis la dissolution, je me suis toujours dit que c'était l'occasion ou jamais de revivifier la pratique du référendum, parce que puisqu'on a justement un Parlement qui est bloqué en trois groupes qui sont incapables de s'entendre, moi je ne crois pas, je suis pas très optimiste sur la capacité de ce Parlement-là à trouver des compromis au-delà d'un vote de d'un accord de non-censure sur le budget. Il y a encore un budget qui sera le même que le précédent. En revanche, il y a des majorités de fait entre les Français sur certains sujets, des grands sujets d'ailleurs, sur l'énergie, sur des sujets régaliens, sur le logement, bon, pourquoi pas. Il y en a beaucoup et le président de la République aurait pu se servir de ses prérogatives pour déclencher un référendum sur différents sujets et en fait faire gouverner les Français. C'est pas la voie qu'il a choisie, clairement. Et donc aujourd'hui, il est bloqué, il ne peut plus réformer et je ne vois pas comment son mandat peut reprendre la moindre voie de réforme. On y reviendra tout à l'heure, mais concentrons-nous sur les Français et la colère des Français. La constitutionnaliste que vous êtes, comment elle réagit quand elle entend ça? Que ce n'est pas au président de la République de prendre l'initiative en réalité. Lorsqu'il n'a pas la majorité absolue au Parlement, il n'a plus l'initiative. Et puis le référendum, il y a une grande méfiance en France envers le référendum, ça n'est pas pour rien. C'est parce que justement, il y a cette tradition de l'homme fort, je dis exprès pas la femme forte, parce que c'est l'homme fort, cette idée qu'il y aurait un homme fort qui gouvernerait mieux. Et le référendum, dans le passé, a toujours servi à essayer de légitimer ces hommes forts. Donc, moi, à ces techniques de démocratie semi-directe, je préfère la vraie démocratie directe, c'est-à-dire, et il y a eu des tentatives, ces conventions citoyennes, les gilets jaunes, le cahier de doléances, si effectivement ça avait été suivi des faits, alors là, on avait des instruments qui étaient clairement des instruments qui permettaient de renforcer la participation populaire. C'est encore possible, mais il va falloir le faire vite, en prenant l'engagement que lorsqu'un tel instrument est mobilisé, il sera suivi des faits, parce que c'est le grand problème. Le fait que, évidemment, lorsque l'on interroge la population, y compris par référendum en 2005, ce n'est pas suivi des faits. C'est ça le problème. Concernant, ça a été suivi des faits, mais les effets, c'était la matraque, quoi. Et c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes a été réprimé dans une violence terrible. On se souvient de Castaner et tout ça, et c'était terrible. Par contre, il y avait quand même quelque chose de jouissif, en tout cas en ce qui concerne par rapport à mes attachements aux questions sociales, c'est que dès que la discussion s'instaure entre des citoyens sur un rond-point qui sont à l'origine plutôt dépolitisés, méfiants des systèmes comme ça,
plus les semaines et les jours passaient, plus la question qui revenait, alors qu'ils ne voulaient pas entendre parler des impôts, il y avait trop de charges et tout comme ça, c'était justement remettre l'impôt sur la fortune, faire un impôt plus juste, comment, quand on expliquait la cotisation sociale, qui est quand même un magnifique édifice, c'est pas les charges sociales, eh bien, naturellement, les gens venaient à ce réflexe-là, et des réflexes qui sont plutôt de gauche, de partage, d'organisation collective. Et Bloquons tout, c'est une réédition pour vous des Gilets jaunes? Franchement, on n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, c'est l'émanation d'un ras-le-bol quand même assez généralisé, mais par contre qui est beaucoup plus scanné, scruté, et il n'y a pas le côté des Gilets jaunes. Oui, spontané. Puis surtout, les Gilets jaunes, il y avait dans la classe médiatique, il y avait un petit côté exotique comme ça, donc on s'y intéressait. On a été gentils au début avec les Gilets jaunes, avant de les traiter de violents, d'incultes, de je sais pas quoi, de fachos, etc., alors qu'il y avait tout là-dedans, quoi. Il y a eu quelques violents à l'Arc de Triomphe, néanmoins. Oui, sur Paris, mais ce n'est pas du tout ce que nous, on vivait bien sûr, mais bon, en province. On va évoquer avec vous trois et avec Julia le fait que donc, les gens qui sont à l'origine de ce mouvement Bloquons tout ont choisi Coluche comme figure tutélaire ou comme égérie, je ne sais pas comment il faut le dire, mais alors un Coluche retrafiqué par l'IA. Tout à fait. Alors c'est la dernière tendance sur les réseaux sociaux, utiliser la figure de Coluche pour lancer des appels à bloquer la France, donc le 10 septembre. Des vidéos de l'humoriste décédé il y a près de 40 ans, qui sont générées donc par l'intelligence artificielle et qui se multiplient sur TikTok et YouTube notamment. Regardez. Si vous voulez vraiment faire chier l'État, faut pas juste rester au lit le 10. Faut continuer le 11, le 12, le 13... jusqu'à ce qu'ils viennent nous supplier en slip devant le carrefour du coin. Sinon, c'est juste une manif de flemmards. Grâce à l'IA, donc, les internautes ont aussi généré, vous allez voir, un bébé Coluche récitant un vrai sketch datant de 1980. Il a été réactualisé au goût du jour. Ils nous font chier avec la sécurité sociale qui est en déficit alors que le ministre de la Santé n'est même pas médecin. Alors on se souvient, l'humoriste était engagé politiquement, un ardent défenseur des classes populaires. C'est la raison pour laquelle le collectif Les Essentiels, qui est à l'origine de Bloquons tout, en a fait sa figure de proue. Et puis l'autre raison, c'est que Julien Maricio, le fondateur de ce collectif qui appelle à rendre le pouvoir au peuple, eh bien, il se fait très rare dans les médias parce qu'il ne veut surtout pas personnaliser ce mouvement. Et c'est pour cela qu'il a décidé de faire de Coluche sa figure de proue. Je me tourne vers vous, Raphaël Dahan. On voit que pour le moment, c'est un mouvement qui n'a pas de leader. Pourquoi, selon vous, quel est l'intérêt? Oui, d'ailleurs, le fait qu'il prenne une figure d'abord du passé et en plus en l'animant de manière virtuelle, ça montre bien à quel point il refuse d'avoir un leader aujourd'hui incarné. Il y avait eu le même problème qui s'était posé pour les Gilets jaunes et c'est souvent quand même une difficulté après pour durer et pour arriver à quelque chose. Ça a été aussi un des problèmes du mouvement 5 étoiles en Italie, même s'ils ont fini par trouver des figures qui ensuite ont été assez éphémères quand même dans la vie politique italienne. Grillo et d'autres. Grillo, mais qui n'a pas réussi non plus à transformer l'essai vraiment. Et je pense qu'il peut se poser le même problème. De toute façon, pour ce mouvement Bloquons tout, il y a à la fois le manque d'incarnation et puis aussi le manque d'accroche. Quelle est exactement la mesure, par exemple, ou le sujet précis sur lequel se tourne le mouvement? Pour les Gilets jaunes, il y avait eu une étincelle de départ. La taxe carbone. Mais là, Gilles Perret, il y en a tellement. Le mystère, quand même, c'est pourquoi ça... La défiance, c'est la défiance qui coalise. La défiance, et puis aussi tout ce niveau d'inégalité. Non, la question qui se pose pour moi, c'est pourquoi ça n'a pas pété plus tôt? Enfin, je veux dire, s'il y avait un extraterrestre qui arrivait, qui regardait l'état de la France aujourd'hui, il se dit, waouh, c'est la 7e puissance économique mondiale, et puis il regarde les chiffres en bas, il dit, il y a 10 millions de pauvres, il y a les 500 fortunes qui captent 42% du PIB du pays, et vous êtes complètement débile. Donc comment on est capable d'accepter ça? Pour moi, il y a 3 raisons. On accepte ça parce que l'idéologie néolibérale a réussi à faire croire que chacun, par la méritocratie, sera l'heureux élu. Bon, il y a peu d'heureux élus. Il y a la violence de la répression sur les Gilets jaunes, mais aussi sur tout le mouvement des retraites, où on a une violence qui était inédite sur la répression. Et puis il y a aussi des médias qui ne mettent jamais en perspective ce qui arrive et qui se contentent souvent de répondre à des communiqués ou à de la politique politicienne sans faire l'analyse de fond. Et comme les détenteurs des médias, vous savez qui sont-ils, ils n'ont aucun intérêt à changer l'état du monde. Donc tout ça, ça tient. Pour moi, c'est une grande question. Pourquoi ça n'a pas pété avant? Mathilde, Philippe. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est plutôt que peut-on en faire et que va-t-il se passer? Peut-on en faire de Qu'est-ce que ça dit, constructif? c'est ça. Et qu'est-ce que ça dit de notre système politique? Qu'il est usé, qu'il est épuisé?
pas réellement, je pense qu'il est mal compris encore une fois. On a changé de système. En fait, on a presque changé de constitution à partir de la décision prise en conscience et seule par Emmanuel Macron en 2024 de prononcer la dissolution. Avec le résultat des élections législatives. Donc, il se retrouve sans majorité. Donc, on change le système. On est dans un régime parlementaire, celui qu'appellent de leur vœu les partisans de la 6e République. Pardon, mais dissolution ou pas, il y avait déjà un rejet des partis politiques, des institutions et des relais traditionnels. Exactement. C'est ce qu'on entend la majorité... dans la voix de Gilles Perret. Tout à fait. Oui, c'est exactement ça. Mais là, on a changé de constitution, donc on a changé de pratique. Il faut désormais que chacun prenne ses responsabilités. Donc, que faire de ce type de mouvement ? Première chose, je le redis, les parlementaires sont désormais au cœur du système. Le chef de l'État doit incarner la continuité de la nation. C'est l'article 5, il doit être l'arbitre entre les partis, mais c'est tout. Donc ce n'est pas lui qui doit avoir l'initiative. Il peut nommer tous les premiers ministres qu'il souhaite. Il peut éventuellement reprononcer une dissolution. Il en a le droit, il a récupéré ce droit depuis juillet dernier. Il peut également être destitué ou démissionné. Les choses produiront les mêmes effets. Justement, vous dites, mais alors, je crois qu'il y a un sondage là aujourd'hui qui dit que 70% des Français n'en veulent 66%. 66%. Voilà, encore... 66%. Donc, qui veulent sa destitution, c'est quand même, on n'a jamais vu un truc pareil. Alors, bon, il faut dire qu'il tend quand même quelques bâtons pour se faire battre. Alors, on va écouter justement Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui, pour lui, il y a deux solutions, la dissolution ou la démission d'Emmanuel Macron. Si on ne revient pas devant les Français d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire soit par la dissolution du Parlement, soit par la démission du président de la République et par l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle qui pourrait permettre au pays de retrouver non seulement un cap, une majorité, mais de la stabilité, alors je ne vois pas comment quelque chose de sain pourrait émerger. Alors, Raphaël Douin, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est le président de la République? Est-ce que tout tourne autour de lui et que du coup, tout s'articulant autour de lui, eh bien c'est lui qui peut faire en sorte que les choses se fluidifient s'il démissionne? Il est responsable de la situation dans la mesure où il a causé la dissolution, ça d'accord, et donc effectivement le blocage parlementaire vient de lui, mais en même temps, il ne faut pas oublier que là, il y a une situation assez inédite dans la politique française des dernières décennies, c'est justement qu'on a un bloc de plus de 30% du Rassemblement national, avec lequel personne ne peut s'allier pour des raisons idéologiques et historiques, et ça fait que c'est très difficile de trouver une majorité alternative. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de majorité absolue, si, je pense, ça qu'on mais entend, simplement, pourra plus, à court terme, c'est pas gouvernable. On peut imaginer qu'à court terme, là, une dissolution reproduirait à peu près les mêmes équilibres, donc de toute façon, la dissolution ne changerait rien, enfin, en tout cas, le Parlement serait tout aussi bloqué, donc c'est vrai que c'est tout ce puzzle-là qui fait que Emmanuel Macron se retrouve coincé. Alors, on voit la dissolution, ce qui arriverait. Voilà. A priori, selon les sondages, 33% pour le RN. Exactement. Le plus probable, c'est que finalement, le président de la République finisse par tenir, entre guillemets, jusqu'à 2027 en ne faisant quasiment rien et en faisant passer un budget sous la pression des marchés financiers. Bon, surtout qu'il ne fasse rien. Qu'il ne fasse rien, c'est-à-dire des lents possibles. Gilles Perret, c'est-à-dire, on est dans une situation à peu près révolutionnaire pour vous? Est-ce qu'il y a une citation de Lénine qui revient avec insistance, une situation pré-révolutionnaire, on va le voir, éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. C'est ça qui est en train de se passer. C'est vrai qu'on a souvent annoncé qu'il allait y avoir ce grand soir. Pourquoi arriverait-il maintenant dans cette convergence des luttes éventuelles? Je ne sais pas si ça arrivera maintenant. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que maintenant, il faut aussi que la classe politique aussi réapprenne à parler avec les gens et arrête d'être découpée de la base. Et puisque vous citiez Lénine, c'est vrai qu'on a, y compris dans les partis de gauche, des gens très éclairés, une élite, on va dire, éclairée très politiquement. Mais Lénine disait qu'il faut avoir une élite politique très éclairée dans la locomotive, mais il faut bien vérifier que la locomotive, il faut bien vérifier qu'il y a les wagons derrière. Donc ce que vous dites, ça concerne autant la droite que la gauche. En tout cas, sur réinvestir la politique et que les gens se rapprochent de la politique, parce que c'est quand même la politique qui va nous sauver et qui va faire en sorte qu'on ne va pas basculer dans quelque chose d'horrible et qu'on va pouvoir politiquement organiser le partage et une vie à peu près sereine tous ensemble, puisqu'on sait que potentiellement, en étant la 7e puissance économique mondiale, on a les moyens de tous vivre correctement, tous manger correctement, tous vivre ensemble correctement, mais pour ça, il faut des services publics, il faut des hôpitaux, des écoles, pour que tout ça fonctionne bien. On va regarder une archive, on va se souvenir de Nuit debout, c'était il y a presque 10 ans, où justement, les gens, la politique était là, au coin de la rue, enfin, incarnés dans des gens qui étaient sur les places et qui manifestaient leur colère, leur ras-le-bol et leur rejet du personnel politique. Est-ce que ça suffit à fédérer un mouvement? On va vous le demander après, mais regardez, c'est l'archive 2016, Nuit debout. C'est un monde à part en plein Paris, sur la place de la République. Ici, on prétend tout réinventer, et cela commence par le calendrier. On est quel jour là alors Non, on est le 37 mars. Ah bon? Parce qu'on est le 6 avril. 37 mars, car le mouvement Nuit debout a commencé 6 jours plus tôt, le 31,
après une manifestation contre la loi El Khomri. Depuis, le principe est simple, tout le monde peut parler de tout, mais pas plus de 3 minutes. Bonsoir. Je pense qu'on ne pourra jamais se réapproprier la pensée si on ne se réapproprie pas les mots d'abord qu'on utilise. Finalement, le grand soir, pour moi, c'est une belle idée, mais c'est une vieille idée. Je crois plus en la juxtaposition et à l'empilement de petits matins, de petites propositions comme ça. Et je pense que la nuit debout, c'est vraiment ça qu'elle peut permettre. Merci à tous. La loi El Khomri, c'est en référence à l'ancien ministre du Travail qui avait mis en place une loi très critiquée à l'époque. Mathilde Philippe, vous dites qu'il faut recréer du lien, mais on a l'impression, voilà, 2016, ça n'a pas été le cas. Les Gilets jaunes non plus. Bon, ça ne s'invente pas un nouveau lien avec des politiques. Non, mais c'est vraiment le moment. Bah oui, mais comment? C'est juste un changement de personnel politique? Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Chacun, ça renvoie à 3 types de personnes, 3 institutions. D'abord, le président de la République, qui doit comprendre qu'il n'a plus la majorité, qu'il ne doit pas gouverner. Il doit simplement nommer effectivement un Premier ministre issu de la majorité parlementaire qui se formera par coalition. Deuxièmement, les parlementaires, en particulier, doivent prendre leurs responsabilités et essayer... Le compromis n'était peut-être pas le mot mal choisi, mais de trouver les points sur lesquels il y a un consensus national et sur lesquels on peut se mettre d'accord. Et troisièmement, les citoyens et les citoyennes doivent prendre leurs responsabilités parce qu'il va falloir s'exprimer, il va falloir discuter, mais il va falloir aussi participer. Donc pas besoin d'une 6e République pour vous? Alors, peu importe, parce que la 6e République qui est appelée des vœux de tous, elle est là, régime parlementaire, c'est ce qu'on a. Alors, à 2 conditions. La Convention, il y a quand même une institution qui est le Comité économique, social et environnemental qui pourrait être revalorisé. Et puis, il y a toutes ces conventions citoyennes ou ces modes de participation, mais à condition qu'ils soient suivis des faits. Bof, vous faites la moue, référendum d'initiative citoyenne, tout ça. Oui, normalement, on a tous les outils sans avoir besoin de faire des comités à part. Normalement, si la démocratie fonctionnait correctement, on devrait avoir des députés plus représentatifs, certainement, de l'état du pays. On devrait normalement arriver à gouverner sans être obligé de faire des bricoles comme ça et de faire de la discussion qui n'aboutit pas forcément à grand-chose. Faire des conventions citoyennes, si on ne prend pas en compte la décision... Je suis assez d'accord. C'est les conventions citoyennes, pourquoi pas, mais à la fin, il faut quand même qu'il y ait une décision qui soit prise par quelqu'un, et cette décision, elle peut être prise soit par les représentants, soit par les électeurs directement. La France Insoumise a annoncé déposer une motion de destitution d'Emmanuel Macron. Ça va servir à quelque chose? Ça peut servir à quelque chose? Franchement, on sait que ça ne va pas aboutir. Donc, bon, Emmanuel Macron, il peut décider de démissionner s'il veut faire un geste historique. Après tout, le général de Gaulle avait bien envisagé ça. Qu'il parte pour sa santé mentale, ou alors qu'il se fasse déboucher les oreilles, ou sinon ça va mal finir pour lui, pendu par les pieds sur la place de la Concorde. Ce sera peut-être pas mieux pour le prochain président. Ce sera la conclusion un peu taquine de ce débat, bien sûr. Merci à tous les 3 d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité vue par Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Pollution de l'air, maladies neurodégénératives, un rapport alarmant confirme le lien entre les deux. Et puis l'immortalité tarabuste, les autocrates. Vladimir Poutine rêve d'être éternel grâce aux greffes d'organes. Mais d'abord, le mot vedette du jour, repéré par Thibault Nolte, c'est Paradis. Le nouvel Eldorado de Donald Trump. Il a créé une cagnotte fin août, dont minimum 15 $ par tête de pipe pour l'aider à accéder au paradis. C'est absolument authentique, c'est entendu. Je veux essayer d'aller au paradis. Aller au paradis, si possible. Avant de rentrer au paradis, il faut passer par le purgatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Paradis, du vieux persan Païri, autour, et Daïsa, jardin clos, désigne le jardin d'Éden dans la Bible et chez les chrétiens le séjour éternel des bienheureux auprès de Dieu, soit l'Éden retrouvé. Le président des États-Unis, après avoir manifesté son désir d'obtenir le prix Nobel de la paix, souhaite désormais obtenir sa place au paradis. Le 2 septembre à 2h22, l'aspirant à la vie éternelle a envoyé à ses soutiens un mail intitulé « Je veux aller au paradis ». Il y présentait ses survies, politiques, judiciaires et à des tentatives d'assassinat, comme preuve d'une volonté divine justifiant son appel à une contribution de 15 $, oui 15 $, pour sécuriser son ascension céleste. En octobre, lors d'un meeting à New York, l'alors candidat avait lâché « Je sais que ma mère est au paradis, pour mon père, je suis pas 100% sûr ». Le 19 août, le même, redevenu président, avait suggéré qu'obtenir un accord de paix en Ukraine pourrait l'aider à entrer au paradis, toutefois conscient de ne pas être bien placé, d'être au bas de l'échelle. Pourtant, s'il est incapable de citer la Bible, a mené une vie particulièrement dissolue, admet ne pas prier souvent, le président américain a été baptisé dans une église presbytérienne de New York, ce qui en fait un protestant.
De ce point de vue, son accès éventuel au paradis repose uniquement sur sa foi en Jésus-Christ. Si le salut d'un catho dépend du pardon de ses péchés, celui d'un protestant, même ayant désobéi aux 10 commandements, dépend de sa croyance en son sauveur. Ainsi, le mari adultérin de Madame Trump peut faire les poches de ses soutiens par email sans interférence avec son processus d'admission céleste. Diabolique! Merci Thibaut Nolte. Le paradis, c'est l'enfer, non? Bon, bah, c'est l'heure de vos chroniques, cher Xavier, chère Marie. Alors, une étude a été publiée par la revue Science. Franchement, elle fait froid dans le dos. Elle montre le lien entre la pollution de l'air et les maladies neurodégénératives les plus répandues, à savoir Alzheimer et la démence à corps de Lévy. Oui, exactement. Démence à corps de Lévy, maladie à corps de Lévy. Ouais. C'est une histoire qui nous conduit au début du XXe siècle, Elisabeth. En 1906, à Munich, Alois Alzheimer est médecin. Il a 42 ans. Il travaille dans l'équipe à Munich du professeur Emil Kepperlin. C'est un des pionniers de la psychiatrie. Et cette année-là, Alzheimer a un cerveau embrumé. Alors, comprenez, il a un cerveau embrumé, il l'a concrètement dans la main. Un cerveau embrumé, c'est pas le sien, c'est celui d'une de ses patientes. Elle s'appelle Auguste Detter. Il la suit depuis plusieurs années, depuis qu'elle a développé des troubles du comportement, des troubles cognitifs, neurologiques. On ne sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, on dit une démence sénile. Alors, sénile, mais particulièrement précoce, parce qu'elle décède en avril 1906 à seulement 55 ans. Oui, elle décède à Francfort. Francfort, Munich, 400 km. Alors là, ce sont des procédés savants qui sont mis en place avec du tissu imbibé de formol pour récupérer le cerveau. Alzheimer l'étudie, le dissèque et il repère des dépôts entre les cellules nerveuses, on va dire. Et c'est la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est ça. C'est justement ce professeur, son patron, qui donne le nom d'Alzheimer à cette maladie. Justement, parce que Kepperlin veut montrer le mérite de son élève qui a compris quelque chose. Ce n'est pas de la démence sénile, ce n'est pas de la démence précoce, c'est une maladie. Vous savez, on est dans ce début du XXe siècle où tous les scientifiques avancent billes en tête pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus si c'est dans ces années-là que se développe la psychanalyse. On veut comprendre ce qu'il y a là-dedans, à côté de tout ce que je vous dis, la psychiatrie, les dissections de cerveau. Et justement, en 1912, vous avez toujours à Munich, dans le laboratoire que maintenant dirige Alois Alzheimer, un jeune médecin, il a 27 ans, Friedrich Lévy. Lui, il s'intéresse aux malades atteints de la maladie de Parkinson. Et en étudiant ces différents cerveaux, il constate des amas de protéines. Il appelle ça des corps qui empêchent le bon fonctionnement des neurones. Ça s'arrête là. Parce qu'à ce moment-là, on a encore du mal à identifier ces différentes lésions entre Alzheimer, Parkinson ou peut-être autre chose. En fait, il faut attendre très récemment, les années 1980, pour qu'un spécialiste, Kenji Kosaka, un Japonais, étudie cette question et identifie une maladie, c'est la maladie à corps de Lévy. Vous voyez, il donne le nom à son lointain prédécesseur, c'est une chaîne, tout le monde se tend la main. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer en France touche plus d'1 million de personnes et la deuxième maladie neurodégénérative, c'est cette maladie à corps de Lévy. Plus de 200 000 personnes aujourd'hui en France. Donc, en parler, simplement même les nommer, c'est aussi contribuer à diffuser l'information pour les personnes concernées et pour leur entourage. Et à propos de la pollution de l'air, donc, vous renvoyez à la revue Science. Pour tout savoir, cher merci, Monsieur Bauduit. Cher Marie, un point commun entre les dirigeants, ses amis des droits de l'homme et des droits humains, Xi Jinping et Vladimir Poutine, ils rêvent de devenir des transhumains, des immortels. Des immortels, imaginez, Poutine pour toujours, Xi Jinping à jamais. Les deux septuagénaires, ils ont le même âge, ils ont 72 ans, ont échangé ensemble sur ce rêve de jeunesse éternelle. C'était mercredi dernier à Pékin. Ils marchaient vers un méga défilé militaire et un micro d'une caméra chinoise était resté ouvert. Atteindre l'immortalité. Ils le disent, ils s'échangent des petits trucs astuces. Alors c'est vrai, voilà. C'est vrai que dans leur pays, en effet, on y travaille. Les technologies anti-vieillissement sont une priorité scientifique nationale en Russie. C'est Poutine qui l'a déclaré l'année dernière. Ça veut dire concrètement essayer d'empêcher de ralentir au moins le vieillissement des cellules, mais aussi imprimer des organes en 3D, puis les greffer. En Chine, même combat, on régénère, on hybride l'homme et la machine. Alors,
Vous allez me dire pourquoi ne pas se laisser mourir comme tout le monde? Et depuis cette conversation est sortie dans les médias, les experts ont plein d'analyses sur ce rêve. Alors d'abord, la plus évidente, c'est l'analyse politique. Ni Vladimir Poutine, ni Xi Jinping n'ont désigné de successeur. Alors s'ils deviennent immortels et plus jeunes que jamais, là c'est pratique, ils restent au pouvoir. Voilà. Eux, mais aussi le régime, mais aussi carrément le pays, puisque comme dans la plupart des régimes autoritaires, la survie du pays est intimement liée dans la propagande à la survie de son dirigeant. Et puis, il y a un anthropologue et médecin légiste qu'on a déjà reçu dans cette émission qui s'appelle Philippe Charrier, qui lui rappelle que historiquement, les communistes ont toujours lutté contre la dégradation des corps. Lénine, il est où Lénine? Vous pouvez le voir, oui, embaumé. Vous pouvez le voir, son corps est intact encore sur la place rouge à Moscou, mais aussi au Chi Minh au Vietnam, en Chine Mao, les Kim de Corée du Nord. Toutes ces dépouilles sont intactes, prêtes à ressusciter, on ne sait jamais si on leur propose. Et à l'inverse, c'est la même logique. En pleine déstalinisation, qu'est-ce que décide de faire Khrouchtchev? Il enterre Staline, il enlève sa dépouille, il la cache, il n'y a plus de corps, il n'y a plus d'idéologie. Et puis on peut aussi remonter plus loin, fin 19e en Russie. Il y a une bande de poètes, d'anarchistes, de scientifiques, d'écrivains un peu fous, utopistes, qui tous vont se mettre à rêver et former un groupe qui s'appelle le cosmisme. Un courant de pensée auquel Poutine a rendu hommage il y a quelques années, publiquement, que Elon Musk cite régulièrement, et qui dit que grâce au progrès technologique, l'humanité va bientôt vaincre la mort et quand elle sera enfin immortelle, elle va pouvoir aller conquérir le cosmos, les étoiles. Voilà, beau programme. Alors j'ai vérifié, j'ai fait mon travail. Pour le moment, personne n'a vaincu la mort. Voilà, sauf peut-être John Lennon, pardon, et Elvis Presley. Mais j'en suis pas sûre. Michael Jackson. Oh, vive la mort, quoi. Merci Marie. À demain 20h05, on se retrouve avec l'historien Gérard Noiriel. Tchuss.